pendant cette session qui est donc dédiée à la gestion de crise cyber. Quelle organisation au plan étatique et international. Je suis Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. Je sais que j'ai eu le plaisir déjà de reconnaître certains d'entre vous et d'échanger lors de conférences précédentes sur ces sujets qui nous rassemblent de cybersécurité pendant ces 3 jours à Lille. On va donc, avec nos invités, revenir sur cette gestion de crise. Alors, comment est-ce qu'elle s'organise alors que, évidemment, cela ne vous a pas échappé, hein, la multiplication et la sophistication des cyberattaques qui s'adressent évidemment à des organisations en particulier, mais évidemment qui peuvent être à mal plus largement des secteurs entiers, voire des États eux-mêmes. Il revient donc aux États de mettre en place des outils et des dispositifs pour à la fois évidemment anticiper ces crises, mais lorsque la crise survient, les moyens de pouvoir y répondre, la gérer et penser évidemment la résilience, l'étape d'après sur laquelle évidemment nous reviendrons aussi avec nos intervenants. On reparlera donc de l'articulation de cette gestion de crise, quel rôle pour quels acteurs, quelle coopération entre ces acteurs, quel est le modèle pensé pour la France mais également pour le Luxembourg, puisqu'on en parlera avec Pascal qui est à mes côtés aussi, et puis cette coopération européenne et internationale qui est absolument essentielle à l'heure d'aujourd'hui, et ce n'est autre que le thème de ce FIC édition 2021. Donc à mes côtés pour débattre de ces sujets, en tous les cas mieux comprendre comment ça s'opère et comment on fait face aux défis qui sont les nôtres. Pascal Steichen qui est donc à mes côtés, vous êtes le PDG de Security Made in Luxembourg. Merci Pascal d'être avec nous. À vos côtés, donc, Saad Kadi, vous êtes donc le directeur du CERT EU. Merci beaucoup, Saad, d'être également avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Mathieu Couturier, merci également d'être avec nous. Vous êtes le chef du bureau appui au management des crises cyber de l'ANSSI, que l'on ne présente plus aujourd'hui. Merci Mathieu d'être également avec nous. À vos côtés, le général de Montenon, vous êtes donc l'adjoint du ComCyber, commandement de la cyberdéfense au ministère des Armées. Merci beaucoup, général, d'être également à nos côtés. Et puis également le général de brigade Éric Fraissinet, merci d'être également avec nous, commandant second du ComCyber GEND, la toute nouvelle structure, commandement donc de la gendarmerie dans le cyberespace. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de cette gestion de crise, il faudrait peut-être qu'on revienne un petit peu sur les menaces et comprendre pourquoi est-ce qu'il faut évidemment, enfin en tous les cas pourquoi ce schéma de gestion de crise est aujourd'hui adapté, pourquoi est-ce qu'il faut éventuellement le réinventer ou en tous les cas le repenser en continu face à l'évolution de ces menaces, qu'on revienne peut-être Éric Fraissinet sur ces menaces, sur l'état de la menace, les crises en elles-mêmes et leur typologie, puisqu'il y a effectivement la crise cyber en tant que telle, puis il y a la crise cyber dans la crise, et ça c'est aussi un volet important à prendre en compte. Oui, merci Mélanie, merci pour l'organisation de cette table ronde et pour les échanges qu'on va avoir les uns avec les autres, et puis peut-être aussi avec la salle. Alors, je ne vais pas adresser un tableau complet des menaces telles qu'on peut les vivre aujourd'hui, mais ce qu'on perçoit aujourd'hui comme typologie de crise dans lesquelles il y a une dimension cyber, c'est particulièrement varié. Et par exemple, les grandes crises que l'on vit au cours de l'année, la crise épidémique, certains mouvements sociaux ont de plus en plus souvent une dimension cyber. Et pour nous, c'est une préoccupation constante que d'apporter une bonne réponse dans l'espace numérique aux côtés de ceux qui traitent le reste de la crise, et y compris en s'adaptant aux évolutions de la crise. Alors, il peut y avoir une dimension cyber plus ou moins importante, hein, ça peut être du simple renseignement, comme la collecte d'informations diffusée en masse sur les réseaux sociaux en lien directement avec les événements. On le voit avec... à l'occasion de certains attentats, par exemple. Hein, je pense à la décapitation de Samuel Paty. Il y a eu beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux et c'était important d'avoir une maîtrise de l'information dans ce domaine et donc de contribuer à la bonne compréhension de ce qui se passait, des réactions du public, mais aussi des manipulations peut-être ou des abus qu'il peut y avoir des réseaux sociaux par certains groupes hein, pour non seulement revendiquer, mais créer des troubles dans la population.
Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a des crises purement cyber. Et puis pour nous, comme beaucoup d'organismes, il y a celles qui nous concernent nous directement, puisque comme n'importe quelle organisation petite ou grande, on peut être victime d'une fuite de données, d'une suspicion d'attaque informatique. Et donc il faut qu'on y soit préparé. Et nos dispositifs opérationnels cyber peuvent contribuer à cette gestion de l'événement, voire prendre en compte le pilotage de la crise quand elle prend une dimension plus opérationnelle. Si c'est une attaque informatique contre la gendarmerie, il faudrait évidemment qu'on le prenne en compte de cette façon-là. Et puis, on pense à des crises plus importantes, ou en tout cas plus globales ou plus systémiques, des diffusions de certains vers ou la publication de certaines vulnérabilités qui sont très largement exploitées, qui peuvent nécessiter de monter un dispositif de crise pour au moins mesurer l'impact, voire apporter des réponses à une situation, notamment accompagner rapidement les victimes qui pourraient survenir. Et puis, les crises, ça m'échappe, je suis désolé, les crises plus directement cyber. Ouais, je suis désolé. On va peut-être refaire un point avec Mathieu Couturier sur justement ces crises. Il y a la partie qu'évoquait Éric Fraissinet à l'instant sur ces typologies de crises qui sont différentes. Et puis il y a aussi la menace qui évolue et qui oblige donc de facto à repenser son modèle de gestion de crise pour toujours être en adéquation avec ce monde cybercriminel qui, lui, innove en permanence. Oui, tout à fait. Merci Mélanie pour la question et pour l'organisation de cette table ronde. Vous savez tous, la cybercriminalité est l'une des principales menaces cyber pour les entreprises, les collectivités locales et également certains organismes publics tels que les établissements de santé. L'actualité a été riche sur ce front-là ces derniers mois, avec une multiplication très alarmante notamment des rançongiciels. Ce qui est intéressant sur le champ de la crise, sans aller trop dans la partie menace, c'est les particularités d'une crise d'origine cyber et qui implique ce changement de posture. On a une cinématique qui est assez différente d'une crise habituelle. On a des impacts immédiats, directs, violents même, déstabilisateurs, et à une remédiation qui va être extrêmement longue, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour une organisation pour s'en remettre. Également, en face de vous, vous avez une menace qui va être adaptative, qui va réagir aux actions qui peuvent être entreprises par les organisations pour s'en remettre. Et ça aussi, c'est différent de d'autres typologies de crises que les organisations peuvent vivre. Un élément également qui est extrêmement prégnant, c'est une certaine absence d'unicité de lieu. Les systèmes d'information ne connaissent pas de frontières. Il y a une interdépendance très forte entre les systèmes d'information, entre les organisations. On pourra parler de supply chain, la sous-traitance ou autre. Et ça aussi, c'est des éléments qui sont à prendre en considération lorsqu'on traite une crise d'origine cyber. Et enfin, en fait, et tout ça, et fait partie aussi des impacts indirects d'une crise, c'est la confiance, c'est la communication de crise, c'est l'image. C'est lorsque vous subissez une crise cyber, quelle confiance vous maintenez auprès de vos clients, de vos bénéficiaires, de vos partenaires. Et ça, la communication de crise joue un rôle clé dedans. Ce qui fait que les organisations doivent faire évoluer leur posture en matière de gestion de crise, en particulier pour renforcer, voire créer une coordination au niveau le plus opérationnel, au niveau technique, voire tactique, jusqu'au niveau stratégique, en passant par un niveau opérationnel qui va faire le pivot entre les deux. Ça, beaucoup d'organisations, que ce soit publiques comme privées, disposent de dispositifs de crise. Pour autant, ne prennent pas encore complètement l'ampleur de la nécessité de cette bonne coordination. Et un autre élément qui est aussi clé en termes de posture, c'est s'entourer et mobiliser de nombreux experts. Une crise, ça ne se gère pas tout seul. Personne ne sait gérer une crise tout seul dans son coin. Et donc, il y a un vrai besoin de s'entourer, de mobiliser ces bons experts, d'anticiper, se préparer, travailler avec eux, s'exercer. On aura l'occasion de parler plusieurs reprises aujourd'hui d'exercice. Mais c'est un point qui est essentiel et voire crucial lorsqu'on parle de menaces cyber et de préparation à une crise d'origine cyber.
Merci Mathieu. Effectivement, vous l'avez dit, on va reparler bien entendu des exercices, mais aussi de cette coopération dont vous parliez, s'entourer des experts, et on va y revenir évidemment avec Sad et Pascal pour comprendre aussi ce qui se fait notamment au Luxembourg et puis dans la partie formation et recrutement aussi en France, puisque on sait tous aujourd'hui que la cyber n'est pas uniquement une affaire de technologie, mais surtout et avant tout une affaire d'humain, et ça c'est absolument clé. Peut-être Sad, un mot en complément. Eric parlait tout à l'heure des différentes crises cyber qui ont alerté, qui ont aussi montré peut-être certaines failles dans la gestion des crises. En tous les cas, comment il fallait renforcer, à quel degré il fallait être peut-être plus vigilant. En tous les cas, comment s'opérer le futur. Pour vous, il y en a une en particulier très sophistiquée, c'est SolarWinds, qui nous oblige, en tous les cas, qui oblige l'ensemble de l'écosystème à se poser des questions. Et pourquoi, comment, j'ai envie de vous demander, il faut réinventer ce système de gestion de crise. Merci beaucoup Mélanie de m'avoir invité, d'organiser cette table ronde. Effectivement, donc, par rapport à, pour citer ne serait-ce que cette crise-là, qui, d'après le point de vue du CERT-EU, donc pour rappeler à l'audience, parce que des fois on nous confond on nous prend pour le CERT de toute l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Sinon, voilà. Donc il y en a un qui va me mordre, l'autre qui va m'attaquer. Non, en fait, nous sommes le CERT de toutes les institutions, agences et organes de l'Union européenne. Donc la Commission, le Conseil, le Parlement, etc. Donc nous avons 80 organisations à défendre, qui travaillent dans tous les secteurs possibles et imaginables, de l'égalité des chances à l'agriculture, en passant par la finance et la santé. Notamment, nous avons été en premier plan pour adresser donc l'attaque qu'a subie l'Agence européenne du médicament, en pleine évaluation des vaccins que vous devez avoir dans votre bras, parce que je vois plein de puces 5G dans l'audience. Par rapport à ça, pour revenir sur la SolarWinds, donc le CERT-EU pense que c'est la cyberattaque la plus sophistiquée de l'histoire, en tout cas de l'existence du CERT-EU. Ça fait 10 ans que nous existons. Et j'ai été très surpris de la façon dont ça a été pris, que ça, en tout cas au niveau de l'Union européenne et l'Europe, de manière plus générale. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas été conscient vraiment de ce que ça représentait et de comment ça changeait vraiment la donne. On a déjà eu WannaCry, on a déjà eu NotPetya, etc. Et j'avais entendu plein de monde dire « Ah, plus jamais ça, on va mettre en place un certain nombre de briques, etc. » Oui, donc il existe des mécanismes au niveau de l'Union européenne sur lesquels on pourra revenir plus tard et que Mathieu a cité un peu en filigrane sur les différentes couches qu'il y a au sein de l'Union. Mais en gros, on voit que SolarWinds s'est produit. Nous avons eu pas mal de victimes de l'autre côté, il y a eu pas mal de victimes au sein de l'Union européenne, etc. Mais simplement, pour moi, ça doit vraiment nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas prêts. Il y a plein de briques, il y a plein de mécanismes, etc. Il y a de l'articulation, on va dire, qui manque entre ces différentes briques, etc. Il y a des nouvelles initiatives sur lesquelles nous pourrons revenir, comme la Joint Cyber Unit, qui a été annoncée par la Commission dans sa communication sur la stratégie cybersécurité de l'Union européenne, qui vont aider à terme, mais qui ne sont pas encore là. Sauf qu'on parle d'attaquants qui sont extrêmement professionnels, qui connaissent parfois les produits mieux que les fournisseurs eux-mêmes. Et donc voilà. Donc SolarWinds, ça aurait pu avoir une portée, on va dire, beaucoup plus large si ce n'était pas forcément un groupe de cyberespionnage qui était derrière cette attaque et qui finalement se retrouvaient avec plus de 18 000 victimes et donc ils ont des ressources aussi limitées pour trier parmi ces 18 000 victimes. Mais imaginez que ce soit par exemple un gang de ransomware. Donc imaginez que ce ne soit pas effectivement donc un acteur étatique, mais un Revil ou un autre gang. Et on pourra peut-être après revenir sur l'attaque qui a visé le logiciel VSA de Kaseya que peu de monde finalement connaît. Donc pareil, on l'a encore échappé belle. Donc effectivement, un cri d'alerte sur ce qui se passe face à nous et la nécessité de repenser ces modèles et de les repenser collectivement. Je crois que ça se fait aussi consensus général. Peut-être que l'on peut évoquer avec vous ce que fait le ministère des Armées, le ComCyber, qui joue évidemment un rôle clé. On va peut-être y revenir et peut-être présenter au public qui est avec nous l'articulation qui est choisie aujourd'hui, portée par la France pour répondre, en tous les cas tenter de répondre. Je crois
crois qu'il faut beaucoup d'humilité sur ce sujet, tenter de répondre à ces crises cyber qui se multiplient, on l'a déjà dit. Merci. Donc le commandant de la cyberdéfense que je représente est dans notre organisation française en charge de la cyberdéfense des moyens qui sont sous contrôle de la ministre des Armées, c'est-à-dire essentiellement les systèmes d'armes, les systèmes d'information opérés par nos armées en France et en opération extérieure. Dans l'organisation française de la cyberdéfense, en gros, le ComCyber agit par délégation de l'ANSSI sur son périmètre de responsabilité, qui est le ministère des Armées, mais il y a bien un primus inter pares dans les organismes français chargés de la cyberdéfense, c'est l'ANSSI. Et donc tout ce que nous le faisons en lien avec l'ANSSI. On parle de gouvernance et peut-être que on va arriver sur ce sujet progressivement. Mais moi, je trouve, étant arrivé dans ce monde de la cyberdéfense il y a 2 ans, que le modèle français a quand même été vraiment bien pensé et qu'il a prouvé son efficacité dans la gestion des crises qu'on a eu à gérer jusqu'à présent. On a construit la gouvernance interministérielle de la cyberdéfense autour d'un organisme qui est décrit dans la revue stratégique de cyberdéfense de 2018, le C4, le Centre de coordination des crises cyber, avec l'ANSSI qui a été cité, avec le ComCyber, avec participation de tous les acteurs qui ont besoin d'apporter quelque chose dans la gestion de crise et dans la construction progressive de notre cyberdéfense, et en particulier les services de renseignement intérieurs et extérieurs. Sur son périmètre, le ComCyber est particulièrement attentif à différents types d'attaques qui concernent plus spécifiquement les armées. Ce que nous craignons, ou ce qui peut nous empêcher de dormir, c'est imaginer que nos systèmes d'armes, nos systèmes d'information, qui sont de plus en plus numérisés, aujourd'hui nos chars, nos bateaux, nos avions, nos radars sont de plus en plus numérisés, donc de plus en plus performants, de plus en plus interconnectés, mais aussi de plus en plus vulnérables. Eh bien, nous craignons qu'un adversaire soit capable de s'emparer de ces systèmes pour faire se crasher nos avions, pour empêcher nos chars de démarrer, entre guillemets, ou bien couper les moteurs de nos bateaux. Nous craignons aussi que l'ennemi ait réussi à percer des trous dans nos défenses pour aller voler de l'information dans nos systèmes d'information et connaître à l'avance nos capacités ou nos intentions. Et nous craignons enfin, et c'est un sujet d'importance croissant, les manipulations de l'information autour de nos opérations militaires. Une autre forme d'attaque cyber, eh bien, c'est modifier la perception qu'un utilisateur a de son système d'information. Alors on peut imaginer modifier l'image radar qu'a un contrôleur aérien sous les yeux pour l'empêcher de voir l'avion qu'on cherche à faire passer dans son espace. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe en termes de manipulation de l'information et aussi de propagation, de propagande, par exemple terroriste, sur les réseaux sociaux autour de nos théâtres d'opération. Ça fait quelques années maintenant que nous sommes au Sahel et aussi au Levant à combattre le terrorisme. Eh bien, notre action physique n'a de sens que si nous sommes aussi capables de déjouer la propagande adverse sur les réseaux sociaux et on s'y emploie avec une efficacité croissante. Depuis peu, nous observons aussi qu'un certain nombre de compétiteurs, des groupes, des individus, éventuellement même des États, cherchent à délégitimer notre action par de la propagande sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que c'est pour nous une crise cyber, c'est tous ces événements-là. Et donc ce sont des crises qui ne sont généralement pas publiques. Parce que si on découvre un virus sur un système d'armes, généralement on ne va pas le crier sur les toits. Si on découvre qu'on s'est fait piquer l'information, on ne va pas le crier sur les toits. Et si on est capable de déjouer la propagande adverse, on n'en tiendra pas une comptabilité publique. Cependant, nous sommes nous aussi touchés par des crises d'ampleur nationale et vous citiez SolarWinds. Un SolarWinds à la française nous toucherait aussi parce que nous sommes consommateurs de systèmes d'information qui irriguent les autres services de l'État, qui irriguent les grandes entreprises. Et donc si l'adversaire arrive à rentrer dans ces systèmes, ça nous touchera nous aussi. Nous sommes adhérents, puisque c'est un terme qu'on emploie souvent dans la cyberdéfense, à tout un ensemble de systèmes d'information civils. Dans cet esprit, nous sommes de plus en plus attentifs au développement de la cybersécurité chez nos principaux fournisseurs de systèmes d'armes et de systèmes d'information. Et nous essayons de nous rapprocher
des principaux industriels de défense. Et la ministre a d'ailleurs signé il y a près de 2 ans une convention avec les 8 principaux industriels de défense et en leur nom quelque part avec leurs sous-traitants à eux pour qu'ils s'engagent à faire plus de cybersécurité by design, c'est-à-dire dès la conception d'un système d'armes, et que l'État, en échange, s'engage à soutenir ces efforts de construction de la cybersécurité. Voilà l'écho que ces sujets ont chez nous. Général, peut-être un point pour revenir sur ce que vous évoquiez. Vous parliez de craindre donc un certain nombre d'attaques qui pourraient survenir et vous les avez expliquées. On comprend donc qu'il y a beaucoup d'anticipation évidemment dans la prise en compte de votre stratégie cyber interne. On va la caractériser comme ça. Si la crise survient, quels sont les piliers aujourd'hui sur lesquels vous appuyez? Vous parliez des industriels, donc on imagine évidemment de la technologie qui est importante. Quel est également le pilier humain? On pense évidemment au recrutement qui est très fort. Des actions sont en termes de cybercombattants. Je sais que des plans importants sont consacrés. Est-ce qu'on peut en dire un mot justement de finalement cette action d'anticipation et de gestion de crise au cœur du ministère? Oui, donc effectivement, c'est une part très importante de notre action, d'essayer de prévenir l'attaque plutôt que de la guérir. Donc notre effort et toute notre montée en puissance, et actuellement elle est très forte cette montée en puissance parce que la cyberdéfense c'est la principale fonction opérationnelle renforcée dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025 qui en gros prévoyait de passer d'à peu près 3500 à 4500 cybercombattants. Et puis on va sans doute aller au-delà et apparemment la ministre va en parler ce soir. Eh bien, tous ces efforts, ils visent à être mieux défendus et à mieux détecter les attaques en particulier, et puis aussi à être capable d'y répondre. Mais la ressource humaine, on dit souvent, et c'est un message qu'on essaie de passer notamment à nos parlementaires qui votent nos budgets, on a un slogan assez simple, le cyber, c'est pas cher. Le cyber, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, ça ne coûte pas beaucoup de capacité militaire. Quand on regarde ce que coûtent les équipements de cyberdéfense à l'échelle de la loi de programmation militaire, c'est 1,7 milliard sur 300 milliards. Donc vous voyez, c'est très peu par rapport à des capacités comme des porte-avions, la dissuasion nucléaire et autres. En revanche, ça coûte des ressources humaines. Et augmenter de 25% une fonction opérationnelle, eh ben, on ne l'a jamais fait en France, en tout cas pas récemment, et jamais aussi vite, ça c'est certain. Et donc si on obtient toutes ces ressources humaines, et elles sont programmées comme ça, donc maintenant à nous de les recruter et de les fidéliser, nous serons mieux défendus, c'est-à-dire que nous serons capables de superviser chacun de nos systèmes d'armes. Donc il faut déployer de la ressource humaine pour aller veiller en permanence nos systèmes d'armes à travers de SOC, comme dans l'industrie, des Security Operating Center. Et puis je parlais des attaques informationnelles. Ben, là aussi on a besoin de veiller les réseaux sociaux et puis dans tout un ensemble de directions différentes parce que le soleil ne se couche jamais sur les intérêts français. Donc il faut qu'on soit capable de détecter une attaque informationnelle et ça aussi c'est consommateur d'un autre type de ressources humaines. Dans ce domaine-là, on trouve moins d'informaticiens et on trouve des linguistes, des géopoliticiens, des psychologues et tout ça. Aujourd'hui, ce sont aussi des cybercombattants. Merci Général. Alors Eric, j'ai vu effectivement, je t'ai vu alors à la fois surseiller à ce qu'évoquait le Général. Alors est-ce que la nouvelle comme cyber de la gendarmerie, est-ce qu'elle va reprendre ce slogan la cyber c'est pas cher devant les députés français pour obtenir des budgets? Alors on imagine que tu as bien retenu le message. Plus sérieusement, comment va s'intégrer cette nouvelle dimension cyber de la gendarmerie en coopération avec les armées, avec l'ANSSI, pour justement venir renforcer plus encore ce dispositif national de gestion de crise? On pense notamment aux collectivités puisque l'ensemble du territoire doit être irrigué en matière de protection cyber. Oui, alors pour rebondir sur ton incitation à réagir sur les montants évoqués, donc on n'est pas sur un programme de 1,7 milliard. Ça représenterait un très gros investissement. Pour le budget de la gendarmerie, c'est 9 milliards d'euros, donc ça ferait un gros budget. En revanche, effectivement, on fait le même constat. C'est vrai que sur le plan technique, c'est pas des gros investissements à l'informatique pour faire des choses bien. On a des solutions intelligentes. En plus, nous, on développe beaucoup de solutions. On travaille beaucoup avec du logiciel libre, etc. Donc, et puis, il
y a des partenariats et des projets européens qui nous permettent d'avancer et d'innover sans forcément toujours prendre sur le budget de l'État. Mais c'est vraiment sur le plan humain, effectivement, qu'il faut investir. D'ailleurs, c'est un des sujets d'échange avec les armées sur les questions de formation, de recrutement, sur lesquels on veut avancer main dans la main parce qu'on recherche les mêmes profils. Hein. On a des anciens de l'ANSSI qui travaillent chez nous, il y a des échanges, et cette fluidité entre les différentes administrations, je pense que c'est assez clé. Et peut-être que SAD pourra dire la même chose au niveau européen. SAD venant de France, on peut exporter, échanger des compétences aussi entre les différents pays, et je pense qu'il y aurait tout intérêt à développer ces échanges-là. Donc cette richesse des ressources humaines, elle est essentielle. Et en matière de gestion de crise, c'est important parce que la culture n'est pas forcément la même dans les différentes organisations, et on a tout à apprendre de la façon dont c'est géré à tel ou tel endroit, la façon dont les armées le perçoivent, et nous on s'inspire beaucoup des modèles qui y sont développés. Pour ce qui est du développement au sein de la gendarmerie, peut-être de son adaptation spécifiquement par rapport à la gestion de crise, donc le commandement cyber a été créé cette année, mais il repose sur près de 30 ans de montée en puissance de notre dispositif. Et donc quand on dit qu'on a 7000 gendarmes qui sont en réseau avec nous, on n'a pas commencé en 2021. Et notamment les premières formations, c'est au début des années 2000. Et ça nous a permis de s'adapter petit à petit à l'évolution des attentes. Tu évoquais les collectivités locales. C'est un des publics vers lesquels on fait beaucoup d'efforts depuis un an, notamment dans le cadre de la crise épidémique. Et avec cybermalveillance.gouv.fr, on a lancé un programme avec l'association des maires de France, Cyberimmunité. L'idée, c'est d'aller au contact des élus et de les accompagner pour prévenir les risques, pour identifier avec eux des pistes de progrès dans leur sécurisation. Et toutes ces démarches-là, en fait, elles nous préparent aussi, parce qu'on développe les contacts, les démarches de prévention, elles nous permettent, tu évoquais Philippe, les partenariats avec certains grands industriels. C'est important d'avoir un contact avant la crise, de connaître les acteurs avant la crise et à tous les niveaux. Donc un maire, il doit connaître, un maire ou son directeur général des services, ils doivent connaître le gendarme ou les gendarmes qui vont pouvoir les aider en cas de problème cyber. Et c'est vrai à tous les niveaux. Un RSSI, c'est important qu'ils nous connaissent, qu'ils connaissent les spécialistes de la police qui travaillent sur ces questions-là avant les crises. On va parler peut-être des exercices. On a tendance à faire des exercices beaucoup entre nous. Au sein de l'administration, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des exercices Piranet pilotés par l'ANSSI avec pas mal d'échanges qui vont nous permettre et qui ont permis et qui vont permettre de tester les différentes interfaces. Donc il faut aussi s'entraîner. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à propulser ces échanges-là vers d'autres acteurs à l'extérieur. C'est-à-dire impliquer par exemple des industriels directement dans certains exercices, impliquer d'autres pays au niveau européen dans certains exercices. Pendant la présidence française de l'Union, je pense qu'on va annoncer certaines initiatives françaises de ce type-là pour faire émerger ce type d'idées. Et puis, l'idée que j'oubliais tout à l'heure, j'hésitais un petit peu parce que ça me semblait important, c'est que souvent, nous, on intervient parce qu'il y a une crise ailleurs. C'est-à-dire, nous, on n'est pas au cœur de la crise, elle n'est pas chez nous, elle est chez quelqu'un d'autre, une entreprise qui est victime. Et c'est important pour nous de maîtriser la façon dont les dispositifs de crise fonctionnent dans les entreprises, ou alors dont ils peuvent être mis en place par des prestataires qui les conseillent, qui interviennent à leur profit pour pouvoir nous intégrer de façon fluide dans le dispositif, ne pas ralentir la gestion de la crise et pleinement nous intégrer, parce que nous, on a besoin de réponses dès le début de la crise. Et ça, c'est difficile. Quel est le bon moment pour intégrer les différents acteurs qu'évoquait Mathieu
tout à l'heure avec lesquels il faut travailler. Nous, on pense qu'il est important qu'on soit impliqué dès le début d'une crise dans une entreprise qui est victime pour collecter les preuves au bon moment, pour pouvoir discuter, si c'est l'ANSSI qui intervient dans la structure, pour pouvoir discuter directement avec eux dès le début et construire la stratégie ensemble. Et donc ça, c'est important. Une crise, non seulement il ne faut pas qu'on soit tout seul, mais il faut qu'on soit prêt à accompagner les autres. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors, tu as évoqué un certain nombre de points, les exercices, ça a déjà été évoqué, donc on va y revenir, bien entendu. On parle de collectif, on parle d'associer les autres États européens notamment. Donc, Pascal, on a la chance de vous avoir avec nous. On a envie de vous demander peut-être quel est le modèle qui est choisi en termes de gestion de crise cyber au Luxembourg. Eu égard à ce que vous avez alors à la fois entendu, mais que vous connaissez aussi très bien, puisque vous connaissez bien les acteurs qui sont autour de cette table aujourd'hui, comment est-ce que ça s'interopère peut-être d'ores et déjà avec certains des acteurs qui sont présents? Quelles sont les spécificités de votre modèle? Alors, on n'a pas vraiment un modèle spécifique, je dirais. On a commencé quand même assez classiquement, il y a une bonne dizaine d'années, d'établir un centre de crise national au sein du Luxembourg. Ça s'appelle le Haut Commissariat à la protection nationale, donc qui rassemble tous les sujets, tous les domaines dans lesquels il peut y avoir des crises. Donc ça va des crises environnementales, biotechnologiques, chimiques, nucléaires, jusqu'à... oui, on n'a pas de nucléaire au Luxembourg, mais très proche, donc on essaie aussi de gérer les crises nucléaires et la partie cyber. Et donc pour la partie spécifique cyber, comme pour les autres, donc il y a ce qu'on appelle des plans d'intervention d'urgence qui ont été développés. Donc assez classique, assez similaire à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce que nous avons plus récemment identifié ou un peu... je dirais même subi, certaines, pas vraiment des vraies crises, mais des situations, des incidents qui ont amené à repenser un peu ce modèle, à l'ajuster, à le mettre à jour, ce plan d'intervention d'urgence dont je parle. Et j'aimerais prendre donner deux exemples par rapport à ça. Un premier exemple qui était, je ne me rappelle plus exactement de l'année, ça doit être 2018-2019, où il y a eu une attaque de type DDoS, donc déni de service, assez conséquente sur certaines infrastructures au Luxembourg, dont certaines infrastructures étatiques, et où on s'est rendu compte qu'il y a eu donc, pour une durée limitée, c'était quelques heures, mais quand même quelques heures, certains systèmes critiques qui n'étaient plus accessibles, qui ne fonctionnaient plus. Et donc, il y a eu un petit réveil par rapport à cette situation-là. Et c'est dit, d'un côté, dans le plan d'intervention d'urgence qu'on avait à ce moment-là, on n'a pas vraiment de mécanisme, on n'a pas vraiment identifié de mesures qui spécifiquement auraient pu nous aider dans cette situation-là. Dans ce type de menace spécifique qui est la DDoS. Et d'autre côté, on avait une vue pas assez profonde de l'infrastructure, de comment au niveau national les différentes choses sont connectées. Et on a découvert dans la crise qu'il y avait donc toute une série de bottlenecks identifiés. Et ça nous a amené donc à créer un projet spécifique autour de ce sujet de l'anti-déni de service, donc anti-DDoS, qui va probablement voir le jour d'ici la fin d'année. Donc, ça a pris quelques années, mais vous savez comment ça se passe dans le secteur public. Et donc de créer une infrastructure, un centre de scrubbing, comme on appelle ça, national, pour prévenir des attaques de type DDoS, intégré dans le plan d'intervention d'urgence crise comme mécanisme de crise. Donc, pas uniquement pour l'État, mais même aussi pour des acteurs critiques de l'économie, par exemple, qui dans le futur auraient un problème d'attaque DDoS, qui n'arriveraient plus à le gérer avec leur propre protection, mécanisme de protection, peuvent demander donc
d'activer cette mesure nationale pour l'anti-DDoS. Donc ça, c'est un exemple comment on a un peu appris sur le terrain pour ajuster les choses. Un deuxième exemple que je voulais donner qui revient un peu sur la question des ressources humaines, de la question des ressources humaines, du manque de ressources humaines au niveau, je dirais, européen, voire mondial, hein, donc dans le cyber, où en effet on s'est rendu compte dans une série d'incidents majeurs, si on peut les appeler comme ça, l'année passée, principalement l'année passée et début de cette année-ci, où 3-4 des plus grandes entreprises au Luxembourg ont eu des incidents de type ransomware. Et ils ont été bloqués pendant plusieurs semaines, d'autres même plusieurs mois par rapport à cette situation. Et donc, ça a eu un impact aussi sur un peu le tissu économique. Bon, ce n'était pas une crise, ce n'est pas devenu une crise nationale, mais parce que comme c'était des cas isolés, pas tous ensemble, mais quand même, ça. Les acteurs justement du terrain, donc les prestataires, les opérateurs de SOC, les différents CERT privés qui sont sur le territoire, sont venus vers nous. On a dit, mais vous avez vu là, on a tout juste pu gérer ces crises, ces incidents, par manque vraiment de ressources, parce que nos équipes étaient vraiment aux limites. Et est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer au niveau national pour créer une sorte de pool d'experts pour pouvoir s'échanger les expertises au moment de crise quand il y a besoin. Donc, on est en train de travailler sur ce modèle-là. On l'a intégré dans la nouvelle stratégie nationale qui court à partir de cette année-ci pour les 3-4 prochaines années. Et donc, c'est un deuxième exemple d'évolution de comment on veut, déjà au niveau national, faire évoluer les choses. Et puis, naturellement, ce type de collaboration, je pense qu'il faut l'élever au niveau européen. Et là, il y a probablement cette nouvelle structure Cyber Unit qui va rentrer un peu dans le jeu, respectivement des coopérations éventuellement bilatérales qui existent et qu'il faudra, je pense, développer spécifiquement pour la partie crise cyber. Merci Pascal. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, il y a plusieurs éléments. Peut-être ça de revenir effectivement sur cette Joint Cyber Unit dont vous avez cité le nom en ouverture. Pascal y fait référence. Ça a vocation effectivement à densifier cette coopération européenne, la renforcer, la rendre, on l'espère évidemment, plus efficace. Et puis, le deuxième point peut-être, c'est aussi par rapport à ce qu'évoquait Pascal, quand on subit une crise, donc là c'était des crises isolées, vous le disiez, mais qui potentiellement pourraient devenir une crise majeure d'ampleur au niveau national. On parle du Luxembourg, ça peut toucher n'importe quel État membre, évidemment. Et comment est-ce que, face à une telle crise, justement, les différents acteurs, alors que vous êtes ici, mais je dirais en tant qu'État membre, comment est-ce que les différents États pourraient, à un moment donné, se rejoindre et se dire venons soutenir le Luxembourg qui subit cette crise ou un autre État? Merci. Donc peut-être que je vais commencer par répondre à la deuxième question, qui va nous mener vers la première question. Voilà, exactement. Donc sur la deuxième question, il existe déjà des mécanismes, encore qui ont été invoqués un peu par Mathieu, pour nous permettre de collaborer. Donc les États membres, plus les institutions, à travers le CERT-EU, mais pas uniquement, aussi à travers l'ENISA, avec qui nous avons une coopération structurelle très forte. Donc on a le CSIRT Network, donc, qui découle de la directive Nice et qui permet aux États membres et au CERT-EU de collaborer ensemble. C'est sur du volontariat, c'est sur, on va dire, de demandes, etc. Donc il y a des mécanismes de nos façons de procéder pour pouvoir s'aider les uns les autres. Donc aujourd'hui, ça marche surtout, par exemple, sur des incidents type SolarWinds, type Casea, etc. pour éventuellement discuter avec les fournisseurs, pour savoir quelles sont les victimes, pour avoir une sorte de cartographie de qui a été touché, comment, etc., etc. Et puis aussi collaborer sur de l'analyse, par exemple, de logiciels malveillants ou de choses comme ça.
Donc ça, c'est au niveau technique. Après, il y a d'autres mécanismes que peut-être Mathieu va évoquer à travers Cyclone ou des choses comme ça, sur on va dire les couches opérationnelles, les couches, on va dire, tactiques, stratégiques et politiques. Et on l'évoquait avant de rentrer dans la table ronde avec Mathieu, c'est qu'effectivement, on a pas mal de briques. En tout cas, au niveau technique, ça marche plutôt bien. Donc, il y a encore des efforts à faire, notamment parce qu'il y a, on va dire, certains acteurs qui ne sont pas au même niveau de maturité que l'ANSSI ou le CERTI, etc. Donc, on essaie de les aider aussi pour créer une sorte de niveau, on va dire, cohérent. Et puis, derrière, le problème, c'est l'articulation entre les différentes couches. Voilà. Donc, l'imbrication des différentes couches nécessite encore pas mal de travail pour qu'elle soit effective, etc. Donc on espère, justement avec Cyclone ou d'autres éléments, qu'on puisse y arriver. Donc tout ça, ça découle du blueprint qui date déjà de quelques années. Maintenant, pour revenir sur la partie, ce qui était aussi Pascal, entraide, etc. Donc non seulement dans le CSAT Network on a ça, mais donc dans le mandat de l'ENISA, le nouveau mandat qui découle de la Cyber Security Act, donc il y a un chapitre sur la coopération structurelle avec le CERTIU. Et ça va faire quoi? L'ENISA, donc c'est pour toute l'Union européenne et avec un focus sur les États membres. Nous, c'est les institutions, organes et organismes de l'Union européenne et d'un point de vue technique opérationnel. Donc c'est trouver des synergies entre nous pour pouvoir, d'un côté, nous quand on a des incidents majeurs au niveau des institutions, etc., pouvoir aussi, non seulement à travers le CSAT Network, mais à travers la collaboration avec ENISA, appeler par exemple des experts pour nous aider. Et vice-versa, avec l'expertise du CERTIU et le fait qu'on voit tellement, on va dire, d'incidents de type étatique, par exemple, on peut aussi apporter une expertise aux autres États membres à travers l'ENISA, parce qu'on n'a pas de mandat, effectivement, sur les États membres. Et donc, l'idée ici, effectivement, c'est... au sein du CERTIU, on a déjà fait cet exercice il y a déjà des années parce qu'on a une typologie de menace qui est particulière. Typiquement, le rançongiciel, pour nous, voilà, il n'y en a pas. Voilà, c'est pas le genre, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais on va dire, on n'a pas eu de crise due au rançongiciel. Mais par exemple, tout ce qui est cyberespionnage, etc. Donc effectivement, et juste pour finir sur cette deuxième question, du coup, notre espoir, c'est calquer ce qu'on a fait à notre niveau, à savoir on a déjà ce pool d'experts que les institutions peuvent nous prêter au cas où nous, les capacités de la victime ne sont pas suffisantes pour adresser. Et puis au cas où, typiquement Pascal, Mathieu, ou l'ANSSI ou le Cercle, etc., n'ont pas la capacité de nous aider non plus parce qu'eux aussi sont pris par la chose. Donc c'est là où vient donc la Joint Cyber Unit, donc qui a été annoncée, comme je l'ai dit, à travers une recommandation spécifique qui est sortie il y a quelques mois, et donc sur laquelle on va commencer à travailler d'arrache-pied dans les prochaines semaines et mois, avec bien sûr tous les États membres, plus les acteurs type European External Action Service, plus donc pour la partie diplomatique, nos collègues d'Europol, etc. L'idée, c'est de créer, donc même si ça s'appelle UNIT, c'est pas une entité légale à part, c'est une plateforme virtuelle et physique qui permet de réunir tous les acteurs ensemble pour pouvoir donc partager de l'information et s'entraider et gérer, créer de la confiance et gérer, on va dire, des crises majeures. Maintenant, de mon point de vue, le challenge majeur, un des challenges majeurs devant cette plateforme, c'est comment faire pour trouver, on va dire, une sorte de langage commun entre la communauté civile que je représente avec ENISA, etc., la communauté diplomatique qui va être remplacée par IAS, etc., le law enforcement à travers Europol et nos collègues. Donc tout ça, comment on peut faire partie? Parce qu'on n'a pas les mêmes mécanismes, nous par exemple au niveau, on va dire, du monde civil, on doit agir le plus vite possible, communiquer, partager de l'information, etc. Mais on comprend que parfois, par exemple, ça touche des systèmes d'armée, etc., donc il y a une prudence à avoir supplémentaire. Donc ça, c'est un challenge qu'on espère adresser collectivement avec tous nos partenaires. Et d'où l'intérêt, on va y revenir justement, parce qu'on voit bien que c'est prégnant, de ces différents exercices et où Eric appelait justement de CE à ce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème puissent se réunir pour justement partager, apprendre un peu ces us et coutumes finalement de chacun des domaines et des secteurs pour pouvoir être efficace et se comprendre très vite le moment venu. Tout à fait. Donc les exercices sont clés et peut-être Mathieu va en parler. Mais peut-être après, dans la discussion, si l'occasion s'en présente, en fait, on parle de gérer la crise.
Mais en fait, la meilleure façon de gérer une crise, c'est qu'il n'y en ait pas. Et donc, il faut peut-être qu'on réfléchisse ensemble à comment on fait qu'on n'y ait pas. Et notamment, peut-être, parce que là, typiquement, Pascal, Eric, etc., ont parlé, par exemple, des ressources humaines. Okay, très important. La formation, etc., recruter du... Mais en fait, si on prend un peu de recul, c'est jeter de l'argent face au problème. Même si le cyber n'est pas cher, on n'a pas le même budget. Bon, a priori, pour moi, c'est un peu cher. Mais typiquement, donc, c'est-à-dire que je les investisse dans des outils ou des humains. Donc, moi, j'ai une préférence largement pour les humains. Mais donc, pour les outils des humains ou le processus, finalement, c'est de l'argent. Maintenant, le souci, c'est que, OK, si on avait une image statique, si on dit, voilà, le périmètre à défendre, c'est ça. Donc maintenant, il me faut tant de personnes, des outils, etc., pour pouvoir adresser ça. Sauf que ça bouge tout le temps. Et ça grossit. Et surtout avec la pandémie, la surface d'attaque a explosé. Donc je veux bien qu'on recrute beaucoup de monde, qu'on ait les ressources, etc., mais ça ne suffira jamais. Parce que même les attaquants ont tellement changé. Si vous prenez juste, par exemple, le CERTI ne fait pas d'attribution, on fait de la caractérisation, etc., plus ou moins. Mais après, si vous prenez, par exemple, les fournisseurs de threat intelligence, etc., donc vous allez en voir plusieurs depuis quelques années. Il y a une tendance. C'est qu'on a des groupes qui sont non caractérisés, non identifiés. On ne peut plus les rattacher parce que les cartes sont en train de se brouiller. Et en plus, les attaquants sont tellement professionnels, tellement bons. Enfin, des fois, on est assis juste là, on se dit « Waouh !» Ouais, j'aimerais bien vraiment voir comment il arrive à réaliser de telles prouesses et quelles ressources il dispose pour pouvoir réaliser de telles prouesses. Donc, finalement, peut-être on réfléchira ensemble à comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise, parce que finalement, si les ressources ne seront jamais suffisantes. On va revenir dessus, mais finalement, dans ce que vous dites, c'est presque s'inspirer de leur modèle, parce qu'il y a toujours effectivement quelque chose à apprendre de son ennemi, ne jamais le sous-estimer. C'est pas le général de Montenon qui me contredira, je pense. Mathieu, pour l'ANSSI, on l'a beaucoup cité depuis le début, donc vous avez évoqué évidemment les différents rôles qu'endosse l'ANSSI sur ce sujet stratégique. On a évoqué les actions de coordination, les différents liens que vous avez avec les acteurs qui sont réunis autour de la table. Ça d'évoquer à l'instant les différentes couches, parler de techniques, de stratégie, de politique aussi. Comment est-ce que l'ANSSI interagit avec l'ensemble de ces couches et comment quelle est son action? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour justement fluidifier et rassembler, en tous les cas, peut-être faire que ce millefeuille soit encore plus cohérent et plus fort? Je vais essayer de répondre de façon synthétique. Donc déjà, comme disait Saad, au niveau européen, donc on a ce blueprint avec 3 niveaux, niveau technique, niveau stratégique et niveau politique. Au niveau stratégique, je ne vais pas revenir sur le niveau technique, Saad l'a évoqué avec le CCERT Network. Au niveau stratégique, on a le niveau, au niveau européen, c'est le niveau opérationnel. On a le réseau de coopération qui s'appelle le réseau Cyclone, qui est un réseau qui a été créé en fin d'année 2020, qui a vocation en fait de réunir l'ensemble des États membres, enfin des représentants des États membres, que ce soit au niveau exécutif, donc les équivalents de Guillaume Poupard au niveau des autres États membres, et également des officeurs qui vont aider à préparer un certain nombre d'éléments dans ce réseau-là. La vocation de ce réseau, c'est de partager et sur les effets d'une menace, sur les effets d'une crise ou d'un incident majeur, et apprendre à se faire confiance et se coordonner. Je pense qu'il y a 2 éléments qui sont clés quand on parle de gestion de crise. Ce qu'on est là pour la gestion de crise, c'est apprendre à se faire confiance et se coordonner pour aller plus vite lorsqu'il y a besoin d'activer ce réseau-là. Alors, évidemment, c'est un réseau qui est récent. Il a 2 ans. Il est plus récent que le CCERT Network. Et il continue encore à apprendre. On s'est d'abord focalisé sur la création des SOPs, des procédures internes d'activation, désactivation et différents seuils. Il y a eu des exercices, notamment un exercice interne qui s'est fait en mai dernier pour justement travailler sur la coordination entre les États membres sur l'activation de ce réseau, sur l'articulation aussi avec le CCERT Network. Et d'ailleurs, la prochaine réunion des exécutifs du réseau Cyclone aura lieu à Bucarest en fin d'année. Donc l'ANSSI, en fait, dans ces dispositifs, en fait, a des officiers de liaison au sein du réseau Cyclone, au sein du CCERT Network, pour justement porter des informations de l'intelligence sur ce qui se passe, sur les impacts d'une crise, d'un incident, et pouvoir aussi favoriser la construction de ce dialogue et surtout avoir une vision commune et partagée de la situation.
connaissez bien l'objectif, c'est d'avoir au niveau des États membres une vision unique pour permettre d'alimenter le niveau politique, donc qui est ce dernier niveau qu'on évoquait tout à l'heure. Au niveau de là au niveau européen, mais après l'agence aussi au niveau des dispositifs de crise, au niveau étatique, a un rôle aussi qui est particulier. On évoquait tout à l'heure la partie Piranet, c'est que l'État a un dispositif de gestion de crise pour tout type de crise majeure, qui est avec des plans gouvernementaux, donc la cellule interministérielle de crise notamment qui est armée pour pouvoir gérer ça. Le cyber en fait partie également. Il ne faut pas oublier, une gestion de crise cyber, c'est une gestion de crise. Il y a des éléments, il y a des particularités qu'on a évoquées à plusieurs reprises, mais il y a des effets à traiter et les effets ne sont pas forcément cyber. Les effets sont communicationnels, sont métiers, et ça, les dispositifs existants, il faut s'appuyer dessus. Et ça, c'est absolument clé. Et donc le plan Piranet, qui est porté et mis à jour par l'ANSSI, permet de définir l'organisation de l'État, les stratégies de réponse face à la menace, également les mesures pour soutenir l'action de l'État en cas de crise cyber majeure. Donc on a bien ce niveau local où on joue aussi, étatique, local, quand on parle européen, on joue ce rôle de fil de liaison aussi au sein de la cellule interministérielle de crise pour apporter de la connaissance, du support, de aider à comprendre la menace. Et c'est bien notre rôle. On n'est pas là pour gérer la crise. Encore une fois, une crise, c'est les effets qu'on va aussi vouloir gérer pour réduire les impacts. Notre rôle, c'est d'essayer d'apporter des éléments de compréhension sur l'attaque afin de résoudre au plus vite les événements. Donc sur le fil de liaison au niveau étatique et au niveau européen. Merci beaucoup. Mathieu, vous vouliez rajouter un point complémentaire ? Oui, c'est juste par rapport à la JCU et ce qu'évoquait Saad. La JCU va avoir un rôle très intéressant et on suit de proche les recommandations de la Commission sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'elle devra s'appuyer sur ces réseaux de coopération qui existent. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de ressources humaines, c'est flagrant, il y a des problèmes d'expertise. On pourra y revenir sur la partie RH et sur les actions de l'ANSSI sur ce sujet. Il ne faut pas oublier encore une fois qu'une gestion de crise, ça reste une gestion de crise et toute personne est concernée. Il faut des experts cyber pour aider. Il faut par contre que tous les autres aussi acteurs soient sensibilisés aux effets d'une crise cyber, sur sa temporalité, le fait que ça peut être long, que c'est technique, etc. Et ça, c'est pas que des actions cyber techniques. Et un autre acteur qui est important, qu'on a un peu évoqué en filigrane, c'est le tissu industriel, parce qu'il va être clé, et notamment par rapport au manque de compétences, de ressources au niveau des États membres. Tous les États membres sont déjà à la gorge en termes de ressources pour gérer des incidents majeurs, des crises majeures. La JCU va apporter une brique complémentaire pour aider, mais il faut aussi, au niveau européen, qu'on travaille avec le tissu industriel, avec les prestataires de services, qui va permettre de fluidifier tout ça et créer des partenariats forts et surtout un mode de travail de confiance et qu'on apprenne à se connaître. Merci beaucoup Mathieu. Alors on va revenir évidemment sur ce sujet plus longuement. Après peut-être Général, revenir avec vous sur cet enjeu de coopération puisqu'il est absolument clé. Le partage d'informations est vital dans ce monde cyber où il n'y a plus de frontières, on l'a compris. Pour autant, et d'ailleurs ça de l'évoquer très justement, dans certains écosystèmes, dans certains univers, ce partage d'informations a sa limite malgré sa nécessité et on comprend évidemment très bien pourquoi. Comment est-ce qu'on peut renforcer ces coopérations tout en prenant en compte cet équilibre nécessaire? On parlait de la coopération au niveau européen. Il y a évidemment les acteurs, la coopération au niveau multilatéral, multinational, et on pense évidemment à l'OTAN, on pense à l'ONU qui a aussi des actions très fortes sur le sujet. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être l'OTAN en premier lieu avec vous? Oui, donc comme vous dites, effectivement, le partage de l'information relative à la menace cyber et le partage de la vision d'une réponse à une crise cyber est difficile dans le milieu militaire parce que immédiatement ça dévoile des capacités qu'on a à connaître l'intention de l'adversaire et que ça touche à des questions politiques au sens policy. Nous n'avons pas tous, malheureusement, entre les différents États membres, la même vision exacte de l'ordre dans lequel il faut traiter les menaces et de la menace posée par tel ou tel adversaire extérieur. Cependant, nous avons, en tout cas nous comme Cyber Français, un vrai désir de coopération internationale. Et d'ailleurs,
on ne pourra pas faire sans coopération internationale parce que ça ne sert à rien de s'épuiser à connaître une menace si un adversaire accepte de communiquer, si un partenaire accepte de communiquer avec nous là-dessus. Notre expérience de la coopération, elle est basée d'abord sur des coopérations bilatérales. Avec un certain nombre de partenaires, nous avons identifié des sujets d'intérêt communs et donc nous avons lancé des coopérations déjà anciennes avec des vraies satisfactions. On n'en est pas resté au stade incantatoire. Nous avons mené des opérations avec certains partenaires. Nous avons identifié et déjoué des attaques grâce à certains partenaires. Donc une vraie satisfaction dans certaines relations bilatérales. On commence toujours une relation bilatérale par discuter de la menace. Et après, éventuellement, on discute de sujets de coopération opérationnelle ou de coopération technique. Nous souhaitons aussi ardemment que cet effort soit porté par les organisations internationales auxquelles nous appartenons au plan militaire. Je commence alors là, du coup par l'ONU, qui pour nous n'est pas un forum militaire, mais en revanche un forum de régulation du cyberespace. Et nous suivons avec attention les groupes d'experts gouvernementaux qui essayent de définir l'application du droit international dans le cyberespace porté par l'ONU. L'OTAN, là du coup, organisation vraiment militaire et dont nous sommes pleinement partie prenante. Vous aurez noté que l'OTAN a moins d'opérations extérieures qu'il y a 10 ans, par exemple, et donc est plus en train de redéfinir son rôle et l'ordre dans lequel elle veut traiter les priorités des États membres et de l'Alliance. Mais clairement, la cyberdéfense est au sommet de l'agenda. L'OTAN, en tant qu'organisation, a subi des attaques et ça a été un peu un wake-up call. L'OTAN, par ailleurs, envisage d'utiliser des capacités cyber offensives dans le cadre d'opérations. Et il faut noter que la France fait partie des 9 premiers États membres de l'OTAN à avoir révélé qu'elle avait des capacités offensives et à avoir annoncé qu'elle serait prête à utiliser ces capacités dans le cadre d'une opération de l'OTAN. Donc c'est un vrai sujet de coopération que nous essayons d'approfondir. Ça avance pas malheureusement très vite, mais enfin voilà, on ne se met pas de barrière à ça. L'Union européenne, vrai sujet d'actualité, ce sera peut-être l'occasion d'évoquer la présidence française de l'Union européenne. D'un point de vue militaire, il y a relativement peu d'avancées en matière de coopération de cyberdéfense, et cependant il y a des signaux très positifs, portés notamment par l'état-major militaire de l'Union européenne. Et en fait, ils sont tout à fait en ligne avec les 3 priorités que nous proposons pour la présidence française de l'Union européenne au plan militaire. La première, c'est de se mettre d'accord sur notre doctrine de cyberdéfense. Alors doctrine, c'est un mot un peu rébarbatif dans le monde militaire. On imagine tout de suite des pavés à lire qui définissent une guerre qui ne se passera jamais. Et cependant, il faut qu'on se mette d'accord, ne serait-ce que sur les termes qu'on emploie avec nos autres partenaires de l'Union européenne. Et c'est une démarche qui est déjà en cours, portée par l'état-major de l'Union européenne. Ensuite, il faut qu'on essaye de développer des capacités communes. Alors, il n'y a pas encore de CERT militaire européen, mais il y a l'idée de développer des outils, et notamment un projet allemand porté dans le cadre des coopérations structurées permanentes qui maintenant dispose d'un fonds européen de défense pour les financer. Un projet allemand auquel la France est partie prenante, de centres dans lequel on va pouvoir échanger de l'information relative à la menace militaire. Et puis nous essayons aussi de soutenir l'idée d'outils pour permettre un command and control, donc le commandement de nos capacités militaires qui soit cyber-proven. En fait, quand on veut échanger l'information, on a souvent deux problèmes avec les partenaires. Le premier, c'est un problème politique, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on veut partager? Et le second, c'est sur quel système d'information on se parle. Il n'y a pas de système d'information sur lequel on puisse parler à la fois aux Allemands, aux Portugais, aux Estoniens et ainsi de suite. Donc ça, on espère que l'Union européenne puisse se doter de ce genre de système d'information pouvant supporter l'information classifiée. Et le dernier sujet, c'est non pas un CERT militaire européen, mais l'interconnexion des CERT militaires européens. Et ça, c'est un projet qui est porté non pas par la France, mais par l'Agence européenne de défense, avec un cycle d'exercices qui, de notre point de vue, est très prometteur. Voilà, donc voilà les sujets que la France va soutenir au cours de ces 6 mois de présidence, avec le soutien de l'état-major de l'Union européenne, et puis aussi en coordination avec les efforts qui ont pu être portés par l'Allemagne qui nous a précédés et par la Slovénie qui va nous suivre, parce qu'il ne faut pas que la France porte des initiatives isolées dans le cadre de cette présidence.
Merci Général. Peut-être Pascal, un mot sur justement cette coopération vue par le Luxembourg. Comment se passe cette coopération? Avec quels États est-ce que vous coopérez, par exemple, des structures, peut-être parmi celles qui sont avec nous? Alors, je vais peut-être commencer par l'aspect militaire où le général vient d'expliquer un peu. Donc, au niveau militaire, Luxembourg étant un tout petit pays, notre armée est toute petite. Où parfois on dit qu'on a la plus grande cathédrale du monde parce que notre armée complète peut y rentrer. Mais voilà, donc on est tout petit, on participe donc principalement dans des projets de coopération. Naturellement, un lien très fort avec la Belgique. On a d'ailleurs là très récemment quelques projets de coopération très spécifiques avec la Belgique, pas spécifiques dans le cyber, mais dans le militaire au niveau général. Comme par exemple, on a un des Airbus A400M commun entre Luxembourg et Belgique qui se partagent les actions. Et dans la partie cyber, ça se passe un peu de manière similaire. Donc au niveau, voilà, on est à ce niveau-là très dépendant des pays qui nous entourent, des grands pays qui nous entourent, France, Allemagne, etc. Et donc le besoin de coopération, il est très important. Donc on essaie de suivre vraiment de très près toutes ces initiatives de coopération européennes, notamment, qui ont été évoquées, tous pour pouvoir faire partie de ces initiatives dès le début, parce que dès qu'il y aura un besoin, qu'on puisse en profiter. Et on essaye au mieux de ce qu'on peut faire, de contribuer aussi dans ces activités-là. Au niveau cyber, par exemple, on a pu contribuer à un certain nombre de choses dans la partie CSERT Network par rapport à l'échange d'informations, donc contribuer ou participer à vraiment faire avancer l'échange d'informations que ça a évoqué, donc technique rapide, efficace, aussi en lien avec l'OTAN par exemple, donc où il y a vraiment maintenant une série d'outils qui sont à disposition pour rapidement rentrer en relation avec, pour déjà avoir accès à toute une série de données, d'analyses ou de choses qui ont déjà été identifiées et qu'on peut utiliser. Et puis naturellement aussi, via là, de pouvoir rapidement collaborer et être rapidement actif ou réactif si un cas se présente, parce que là, tout de suite, on a toutes les informations, toutes les données à sa disposition et on sait exactement où on peut, quel type d'expertise, par exemple, est manquante et où on peut intervenir. Donc, on est là plus dans une approche bottom-up, donc vraiment du domaine très technique, des données sur des menaces, sur des indicateurs de compromission, etc. Et je pense que tout ça est important de pouvoir élever ça dans les différentes couches qui ont été évoquées pour arriver vraiment sur des plateformes comme le GCU qui vont permettre d'identifier vraiment les bonnes ressources au bon moment et pouvoir vraiment avoir cette collaboration de manière efficiente. Parce que en cyber, il faut être rapide, surtout dans le monde civil. Il faut pouvoir réagir rapidement, comprendre, rapidement identifier quelle est l'expertise qui manque, identifier l'expert ou les acteurs qui peuvent accompagner pour pouvoir éviter la crise au mieux. Et sinon, la gérer dès le début et rester maître un peu de la crise finalement. Merci Pascal. Alors peut-être un point sur les exercices, puisque ça a été évoqué depuis le début de cette session. Quels sont aujourd'hui les exercices qui sont en cours de préparation ou que l'on pourrait voir notamment sur soit cette fin d'année, soit 2022 avec la présidence française à l'Union européenne, des exercices européens qui intégreraient, est-ce que ça a été pensé, les différents acteurs dont on parlait, c'est-à-dire des exercices qui réunissent l'ANSSI, l'armée, la gendarmerie, les acteurs européens, des industriels, pourquoi pas
des acteurs, des experts du géopolitique dont on parlait, puisque c'est important, la communication, puisque ça aussi c'est un des axes en matière de résilience notamment et de la réputation dont parlait Mathieu Couturier tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà pensé un exercice qui intègre ces dimensions? Qui veut prendre la main? Je vois que Mathieu sourit, donc Mathieu, c'est pour vous cette question. Merci Mélanie. Donc en fait, dans le cadre de la PFUE, l'ANSSI travaille en très étroite collaboration avec le Quai d'Orsay, mais aussi Bercy et le ministère des Armées, pour travailler sur les séquences dans le cadre de la PFUE. Un des sujets majeurs pour nous va être celui de la solidarité et l'assistance mutuelle en cas d'incident et de crise majeure, et Guillaume Poupard en a pu en parler ce matin dans le cadre de la keynote. Dans ce cadre-là, et on l'a évoqué un peu en filigrane à nombreuses reprises, ça va être bien l'articulation entre les différents niveaux. Et en fait, pour nous, la PFUE est un formidable moment pour justement, compte tenu des efforts qui ont été faits depuis des années sur la structuration de la coopération européenne à tous les niveaux, de tester l'articulation entre tous ces niveaux. Pas encore complètement le format et la date, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va travailler dans le cadre de cette PFUE entre l'articulation du niveau technique, opérationnel et stratégique, et le niveau politique, pour pouvoir travailler sur ce niveau-là également. Pour nous, c'est un énorme enjeu, ça n'aura jamais été fait, et ça permettra de tester dans son intégrité le blueprint. Ça sera extrêmement riche d'enseignements et on apprendra beaucoup. Et évidemment, il faudra que dans le cadre de la structuration construction de la JCO, on en prenne aussi en considération pour intégrer la JCO comme une brique de ce dispositif de coopération au niveau de l'UE. Éric, peut-être un mot, puisque je pense qu'au niveau de la gendarmerie, on pense aussi ces exercices. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, effectivement, c'est au niveau national. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir organiser ce type d'exercice pour tester les différents dispositifs et les adapter. On vient de réorganiser la Direction générale de la gendarmerie et son Centre national des opérations. Et nous, on va devoir tester la façon dont le dispositif du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace peut s'intégrer dans ce CNO pour gérer les crises. Et effectivement, on va proposer des exercices de gestion de crise et s'inspirer des modèles existants et s'impliquer dans les exercices qu'évoquait Mathieu le plus qu'on le pourra. En revanche, au niveau européen, on est dans une situation un peu différente au niveau policier. C'est-à-dire que on a des outils pour échanger de l'information, qui était une des questions que posait Philippe. Donc dans le champ judiciaire et policier, au niveau d'Europol, on a des outils à la fois juridiques, le cadre juridique, et des outils opérationnels pour échanger directement de l'information, y compris au cours de grosses opérations. On l'a vécu l'année dernière au cours du pilotage de l'opération EncreChat. La capacité d'échanger en direct des éléments de preuve collectés à un bout de l'Europe, de les partager, de les exploiter ensemble à la haie, mais aussi dans les différents États membres, c'est une vraie richesse. Donc, on n'a pas mené d'exercice de crise, on vit régulièrement des grosses opérations qui ressemblent à des crises telles qu'on les décrit depuis tout à l'heure. Sur l'opération EncreChat, qui a la particularité de s'étaler dans la durée, on est monté jusqu'à une task force de 57 policiers de toute l'Europe, avec pour la gendarmerie 9 personnes en permanence à la haie pour contribuer à ce pilotage. Et comme on s'inscrit dans la durée sur ce type de grosse opération, ça a commencé au mois d'avril l'année dernière et on a toujours un dispositif aujourd'hui là-bas. Et donc il faut être capable de tenir et donc d'organiser les relèves, etc. Donc ces crises entre guillemets qui sont ces grosses opérations policières, on a la capacité aujourd'hui en Europe de les mener et d'accompagner donc les acteurs. Si jamais il y a un SolarWinds nouveau SAD, je pense que c'est indispensable que le système judiciaire et policier soit impliqué dès le début, qu'il y ait ce partage d'informations qui nous permet nous d'agir rapidement. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu aussi, c'est notre capacité à déclencher le dispositif, en tout cas les outils
les outils existent. Donc je pense qu'il y a des choses à faire au niveau européen, y compris avec le monde judiciaire. Donc il y a une instance qui s'appelle Eurojust, qui de plus en plus est impliquée dans les poursuites au niveau européen, et c'est elle qui décide, ce sont les procureurs réunis à Eurojust qui décident de monter des équipes communes d'enquête, et ce sont des vrais dispositifs de gestion de pré-crise, quand on monte une enquête judiciaire ensemble, et puis de gestion de crise, là ils sont opérationnels. On avait des procureurs à 2h du matin au téléphone aux Pays-Bas pour prendre des décisions sur cette affaire, déclencher des interpellations, etc. Et donc, voilà, je pense avec cette expérience dans le monde policier et judiciaire, je pense qu'on a beaucoup à apporter à la capacité européenne à réagir à ce type d'incident et à jouer notre rôle. Voilà. Et donc la gendarmerie aussi, évidemment. Merci Eric. Alors comme j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour échanger avec la salle, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de questions, je voudrais simplement qu'on évoque un point qui est celui de la résilience. On ne peut pas parler de gestion de crise sans parler de résilience, c'est un peu l'étape d'après, mais elle doit être pensée en amont. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors on a compris que tout se met en place, c'est compliqué, tout va très vite, il faut aller très vite, il faut des moyens financiers, des moyens humains, technologiques. Mais comment est-ce qu'on peut mieux penser cette résilience, même si le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais il faut quand même essayer de se projeter. Peut-être Saad, quels seraient vos appels à vœux? En fait, comme je l'ai dit, donc la meilleure manière de gérer une crise, c'est qu'il n'y en ait pas. Et puis après, surtout, donc, on en apprendre les leçons si on en a une. Donc, on va prendre les leçons et puis d'évoluer ensemble. Alors, pour qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, depuis 23 ans que je fais ce métier, on nous dit, oui, il faut faire de l'hygiène. Il faut patcher, faire suivre les bonnes pratiques, etc. OK. Bon, c'est apparemment pas suffisant parce que les surfaces d'attaque explosent et on continue à avoir des vulnérabilités, en veux-tu, en voilà. Et puis les gens s'épuisent dans ce métier-là aussi à toujours constater le problème et en fait et puis qui s'étend. Donc, en tant qu'utilisateur, j'ai on va dire des obligations. Donc, je dois maintenir à jour mes systèmes, etc. Je dois les configurer proprement, etc. Une sorte de, c'est pas un permis de conduire, mais un permis d'utiliser ou de configurer, à m'assurer que mes logiciels, mes systèmes, etc. sont le plus sécurisés possible, ou le plus durcis possible. Quel est le pendant pour le fournisseur? Un fournisseur, typiquement, d'un produit de sécurité, prenons au hasard Fortinet. Donc ce matin, j'ai lu qu'il y avait une nouvelle vulnérabilité sur quelque chose qui est devenu une porte pour toutes dans les entreprises, donc les systèmes produits VPN, qui cachent en clair les mots de passe. Ok, c'est sympa pour avoir de la sauvegarde au cas où j'ai oublié mon mot de passe, mais bon, pour les attaquants, c'est super. Donc, en gros, sans viser aucune entreprise particulière, etc., si j'ai des logiciels qui sont utilisés dans des infrastructures critiques, etc., je dois le fournisseur doit avoir une certaine responsabilité sur le fait qu'il n'ait pas fait les bonnes pratiques, qu'il ait permis à ses développeurs de se connecter n'importe d'où sans authentification renforcée, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus que temps de réfléchir aux obligations que j'ai en tant qu'utilisateur, aux obligations que mon fournisseur, en tout cas pour des systèmes particuliers, des OIV, etc., a vis-à-vis du logiciel qu'il me fournit, et par ailleurs sur le temps qui nous est nécessaire pour digérer une crise et pouvoir en tirer les leçons avant d'adresser la prochaine. Et le problème, c'est que, en tout cas, je ne sais pas pour les collègues, mais enfin là, ainsi j'ai quelques doutes parce qu'on échange souvent, mais on court de crise plus ou moins majeure à une autre. Et on n'a pas le temps. Voilà.
Et donc là, on revient encore une fois aussi à l'humain, puisque c'est évidemment une dimension que vous évoquez, qui n'est peut-être pas suffisamment prise en compte aujourd'hui, mais on parle du chiffre et donc du volume à recruter. Il y a aussi quelque part cette qualité du quotidien pour ces équipes cyber qui gèrent ces crises et dont on comprend aussi l'importance psychologique de ce qui peut se passer. J'en discutais avec l'un des acteurs RCSI de Marseille qui a connu une crise dont ils ont mis près d'une année à se relever et on voit encore aujourd'hui les problématiques. Et cet élément-là, il l'évoque très souvent en disant voilà, on ne prend pas en compte suffisamment cet aspect burn-out qui peut arriver dans des équipes et qui doit être anticipé aussi pour mieux adresser cette crise. Mathieu, vous voulez peut-être rajouter un point, parce que je sais que c'est aussi quelque chose de très important. Évidemment, pour l'ANSSI, je sais que c'est pris en compte aussi au niveau des armées ou de la gendarmerie. Oui, en fait, pour nous, ce point touche aussi le point de la formation et de l'accompagnement qu'on fait auprès de nos bénéficiaires. En fait, comme vous le savez, l'agence aime bien publier des guides et des recommandations. Et on a d'ailleurs, pour aider à prendre en compte un certain nombre d'aspects, des particularités de la gestion de crise, l'agence va publier à la fin de l'année un guide sur la gestion de crise d'origine cyber pour accompagner les bénéficiaires sur ces sujets. En complément de ça, en fait, l'agence intervient dans énormément de formations académiques et d'instituts comme l'IHEMI ou l'IHEDN pour former les actuels ou futurs experts de la gestion de crise, justement pour sensibiliser aux particularités de la gestion de crise cyber, pour ceux qui ne sont pas experts du cyber, et également pour alerter sur ces problématiques humaines auxquelles forcément certains experts cyber n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontés. Donc pour nous, c'est un élément vraiment clé qu'il faut prendre en considération vraiment à tous les niveaux. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions puisque nous avons encore du temps, ce qui est plutôt agréable. Alors, voilà, on met un petit peu de lumière. Merci beaucoup. Ça me permettra de voir. Je vous demanderai juste de lever la main. Pardonnez-moi, j'ai tellement les projecteurs que je ne vois pas très bien, mais je vois qu'il y a juste à côté de vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Louise Offray, je suis étudiante à l'École nationale d'administration. Je voulais juste vous interroger sur un sujet au plan réglementaire. Les acteurs de la crise sont le préfet de département et le maire pour le territoire de sa commune. Je me demandais, on en a parlé dans la dimension prévention, je voulais savoir dans quelle mesure ils étaient intégrés à la fois aux exercices de gestion de crise, et peut-être dans les plans qui existent. On a évoqué le plan Pyranet. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui veut répondre ? Allez, Mathieu. Je peux apporter un bout de réponse et Eric pourra compléter s'il le souhaite. À ce niveau-là, en fait, c'est bien les préfets, bien sûr, au niveau territorial qui ont cette responsabilité, et notamment les centres, les COD ou les COS qui vont jouer ce rôle pour gérer les effets d'une crise. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire encore sur l'intégration plein du champ cyber dans ce dispositif. C'est des choses, tout le monde est conscient, tout le monde y travaille, il y a des travaux, il y a des exercices communs, en tout cas des réflexions communes, justement pour travailler sur ce volet-là et intégrer pleinement sur un champ qui est nouveau pour ce niveau-là. Et je sais que nous avons la gendarmerie, ils travaillent aussi fortement. Alors je fais un peu le même constat. Sur la préparation, on n'y est pas encore à intégrer. C'est vrai que sur le terrain, je pense à une crise en particulier. Alors, nous, on appelle crise l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, qui était une grosse opération d'ordre public, mais aussi d'ordre judiciaire. C'était sous la direction de la préfète du département, qui était responsable et qui prenait les décisions sur le dispositif. Et il y avait une dimension cyber qui était importante pour nous. La première, c'était la protection de nos systèmes d'information, systèmes de communication essentiellement. Et puis l'expression sur les réseaux sociaux et notre capacité à détecter des mouvements un peu comme ce qu'évoquait Philippe sur les théâtres d'opération, même si ça ne prend pas la même dimension et ça ne prend pas forcément la même violence, mais c'est important à prendre en compte. Et effectivement, ce dispositif a été expliqué à la préfète et elle l'a validé avec nous et on y a éventuellement apporté des aménagements. Donc à chaque fois, sur chaque type de crise, l'acteur est responsable. C'est important d'identifier qui est le responsable de la gestion de la crise, qui va prendre des décisions. Et effectivement, il faudrait les impliquer dans les exercices
serait à mener. J'avoue que j'ai du mal à imaginer à ce stade des situations de crise purement cyber où ce serait uniquement au niveau d'un préfet d'un département ou au niveau d'une collectivité locale. En revanche, accompagner les collectivités, on évoquait Aix-Marseille juste à l'instant, et il y en a eu plein d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment fait. Les accompagner pendant la crise, alors l'ANSSI l'a fait hein, sur certaines grosses collectivités qui ont été touchées au cours des dernières années. Nous, on a pris en compte les enquêtes judiciaires ou la police nationale. Et effectivement, ce serait intéressant de les impliquer, ces grosses collectivités, dans des exercices de crise. Et donc, il y a un institut, une association qui est en train de se monter, Institut national de la cybersécurité et de la résilience dans les territoires, et qui va nous aider à monter ce type d'exercice et donc la gendarmerie sera partenaire dès le début de ce projet, et je pense que ça a beaucoup d'importance pour se préparer à la suite. Donc votre question était très pertinente, et c'est un sujet sur lequel on réfléchit et sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire. Pascal, peut-être un mot complémentaire ? Oui, sur la préparation, justement, ça a été évoqué pour préparer une crise. Je pense qu'un outil important, ou un des outils principaux, c'est justement l'exercice. Et au Luxembourg, nous avons travaillé justement sur ce concept d'exercice et de le réduire sur une entité unique, de pouvoir utiliser, de faire ou accompagner des entreprises pour faire un exercice pour eux, spécifique à eux, et jouer donc quelque part une situation de crise pour préparer leurs équipes à une future, pour anticiper finalement la crise. Donc on a créé en 2017 ce qu'on appelle un simulateur de crise, où on va accueillir une équipe d'une entreprise, et on va pendant une journée plus ou moins les faire passer à travers une série d'incidents. Ils doivent réagir dessus, et puis après il y a un gros débrief pour justement les accompagner, pour préparer leur prochain ou leur nouveau plan de crise pour la suite. Donc l'exercice est un outil très important, très utile. Il est souvent vu dans un contexte plutôt international, coopération internationale, mais je pense que conceptuellement c'est quelque chose qu'on peut vraiment implémenter aussi au sein d'une société ou d'un groupe ou d'une structure ou d'une collectivité locale. En tout cas, ça c'est ce qu'on essaie de faire nous au Luxembourg. Merci Pascal. Alors, y a-t-il une autre question ? Ce sera la dernière de notre session. Alors, je vois monsieur juste donc droit devant vous. Voilà, juste à l'extrémité de la salle, s'il vous plaît. Merci. Le temps que la question arrive, juste pour les exercices, pour faire un coup de pub, on a un guide organisé un exercice de crise qui a été publié en anglais pendant le FIC. Et donc, je vous invite à regarder, ce qui contient un chronogramme détaillé qui permet à toute organisation de réaliser un exercice. Voilà. Oui, on vous écoute pour la question. Bonjour, Nicolas Marais, étudiant de la majeure cybersécurité de l'EPITA à Paris. Ma question porte sur le bouclier anti-DDoS mis en place au Luxembourg et disponible en cas de crise pour les organisations essentielles qui en feraient la demande. Existe-t-il un équivalent français et afin de mettre en commun les expertises, pourquoi ne pas développer de telles protections à l'échelle européenne ? Alors, Sad. Allez, Sad, c'est pour vous. Comment dire Joker Non. Alors, pour le... Je ne sais pas pour la France, même si je suis français, donc c'est peut-être l'agence qui doit répondre. D'un point de vue européen, donc nous avons en fait, au sein du CSART Network, etc., donc chaque pays État membre, puis le CERT-EU pour tout ce qui est institution, organe et organisme. Donc nous avons des mécanismes pour... on ne va pas appeler, en tout cas à notre niveau, ce n'est pas un bouclier anti-DDoS, parce que, comme vous le savez probablement, chaque institution et organe et organisme sont autonomes et indépendants, donc ils ont à faire leur propre choix technologique, etc. On ne peut pas leur imposer quelque chose. Maintenant, on est un peu dans un rôle comme l'ANSSI, c'est-à-dire dans l'accompagnement, dans la recommandation, donc voilà, les types de solutions à utiliser, etc. Et il se trouve que, aussi bizarre que cela puisse paraître, un peu comme le rançon logiciel,
oui, il y a des attaques par déni de service, mais elles sont plutôt rares, voire très rares, au sein de notre tissu. Donc, il y a des mécanismes qui sont en place. Je ne pense pas qu'ils soient aussi évolués que ce que est évoqué Pascal pour le Luxembourg, mais tout simplement, je pense que nous avons, c'est pas le type de menace vraiment qui nous concerne. Bien sûr, typiquement, je sais pas, ça peut être toujours assez flatteur pour un activiste, etc., parce qu'il n'est pas d'accord avec une policy UE, etc., de fermer un site de la commission ou de l'incapacité, etc., ou une agence de l'UE, etc. Mais généralement, ça ne dure pas longtemps et on n'a pas encore, en tout cas dans notre analyse des menaces, vu un réel danger ou une réelle nécessité à augmenter les capacités aujourd'hui existantes, parce que typiquement la typologie de menace n'est pas la même que par exemple que Pascal peut avoir au niveau de son pays. Mathieu, si tu veux dire quelque chose sur la France. Eric aussi, je crois, voulait intervenir. Donc, sur la première partie de ce qu'a dit Sad, et je pense que Mathieu réenchérira, oui. Il y a des offres commerciales, il y a des offres de marché, et le rôle de l'ANSSI notamment, c'est de nous conseiller, de nous dire, voilà, face à tel type de menace, vous pouvez utiliser tel type de solution. Nous, on a une solution qui est sur un marché et qu'on utilise dans ces cas-là pour protéger nos réseaux. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on protège une petite PME qui va être victime d'une attaque, ou plein de PME qui seraient victimes d'une attaque en même temps. Et là, pareil, il y a des solutions sur le marché. Est-ce qu'elles sont accessibles? Et surtout, est-ce qu'elles sont connues? Est-ce que quelqu'un qui gère un site web, une plateforme de commerce électronique, il sait qu'il peut mettre en place ce type de solution? Là, le travail, il est plutôt avec les hébergeurs. Il y en a plusieurs qui sont présents au forum, OVH, Orange, etc., Scaleway, pas tous les cités. Ils ont tous des solutions adaptées à ce type de risque. C'est des choses qui traitent quotidiennement la menace DDoS. Sur la deuxième partie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Sad, puisqu'on a eu à traiter plusieurs cas, dont un l'année dernière avec une attaque DDoS contre une institution qui avait qui était là pour camoufler une attaque. Et donc c'est un risque pour nous qui est important à prendre en compte, non pas pour ses effets immédiats, effectivement, mais pour ce que ça peut camoufler ou ce que ça peut nous cacher de l'intention des attaquants. Et donc c'est un vrai risque à prendre en compte. Il y a une dimension de territoire, ce qui est fait au Luxembourg. Parfois, il y a des trucs qu'on peut transposer au niveau européen. Parfois, ça va être compliqué d'imaginer de le faire au niveau européen pour ce type de solution-là. Toutefois, il y a des solutions globales qui existent pour se protéger contre différents risques. Je pense à des DNS, des services de résolution de noms de domaine qui sont partagés et qui protègent les utilisateurs de contenus préjudiciables, par exemple d'aller sur des sites qui diffusent des logiciels malveillants, par exemple. Donc on peut imaginer des solutions systémiques, mais pas forcément uniques. Voilà. En revanche, on pourrait très bien imaginer, juste pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, que sur certains territoires en France, on décide de mettre en place ce type de solution. Et je pense, y compris à des territoires plus isolés comme les Outre-mer, où là, effectivement, en plus, une attaque en déni de service pourrait avoir un impact sur le reste des usagers du réseau, puisqu'il n'y a pas 500 points d'entrée sur le territoire, il y en a 4 ou 5, et une attaque en déni de service contre plusieurs entreprises à La Réunion, par exemple, pourrait avoir un impact sur plein de gens à La Réunion, et donc présenter un risque systémique pour le territoire. Merci Eric. Peut-être Mathieu, un dernier mot sur ce point, vous vouliez rajouter quelque chose?
Ce sera tout, parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de guide de l'ANSSI sur l'anti-DDoS. Bon, alors ça, c'est la mission pour 2022 et on en reparlera dans l'édition du FIC 2022 du mois de juin où je sais que vous serez encore fidèles et à nos côtés. Merci à chacun de vous d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expertise sur ce sujet. On poursuit évidemment demain tout au long de la journée du FIC sur ces débats qui seront toujours aussi passionnants. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses à nous suivre. Très bonne soirée à tous.